Il était une fois Paris en 1889 où la révolution de la lumière était en marche. En effet, grâce à l'exposition universelle, l'électricité est connue de tous et l'éclairage public est plus puissant pour éclairer les rues de Paris comme jamais. En tant que promoteur immobilier, vous deviez en profiter afin d'ériger les bâtiments les plus éclairés que possible. Bienvenue dans Paris Ville Lumière, un jeu pour 2 joueurs, un peu à la façon Tetris, très intéressant. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de Paris Ville Lumière et on va vous l'offrir en concours à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de remporter le jeu. Paris Ville Lumière qui est un jeu purement 2 joueurs de 8 ans et plus et pour des parties d'environ 30 minutes. C'est édité chez Yellow et on remercie d'ailleurs Yellow car c'est grâce à eux qu'on peut vous offrir ce jeu. Aujourd'hui, on accueille à nouveau une invitée sur notre chaîne. Et il s'agit de la personne qui est la plus suivie dans le YouTube sur le jeu de société, en tout cas en Belgique. Vous la connaissez sûrement ou alors vous la connaissez peut-être grâce à son travail artistique pour les mises en scène de jeux de société sur Instagram. Alors vous l'aurez peut-être compris, on est aujourd'hui avec Tatiana de Girl.game. Salut Tatiana, peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Qui es-tu et que fais-tu dans le monde ludique? Eh ben, écoute, déjà merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là pour qu'on puisse un peu échanger. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Girl.game, j'ai une chaîne YouTube, un compte Instagram, une page Facebook, un blog qui est un peu mort, où je parle de jeux de société. Ma particularité, je pense, par rapport à Instagram, c'est un truc assez unique, c'est que je fais des petites mises en scène, un peu cosplay, maquillage, etc. Où j'essaie de chaque fois mettre en avant plutôt le côté un peu esthétique ou l'histoire plutôt que la mécanique derrière la boîte de jeu. Mais par contre sur YouTube c'est du très classique. J'aime bien faire des tops, ça veut pas dire que c'est les meilleurs jeux de l'année incontestablement, mais ce sont ceux qui m'ont le plus plu et c'est des catégories que je trouve assez rigolotes, parfois top jeu de rôle, top jeu enfant, etc. C'est vraiment ma façon de fonctionner. Je fais des vidéos assez régulièrement, normalement, plus ou moins une fois par semaine. Vous pouvez me retrouver sur YouTube et sur Instagram, c'est quand je me sens inspirée. Ouais, d'accord. On reviendra sur tout ça après. Pour ceux qui veulent voir ta chaîne, eh bien on la mettra en description. Elle apparaît probablement ici au-dessus, quelque part au-dessus de la tête. Et d'où est venue en fait cette envie, cette passion de partager ainsi du contenu sur les jeux de société? Moi j'ai toujours travaillé dans le monde du jeu. Depuis que j'ai commencé à avoir mes premiers boulots, tout de suite j'étais engagée dans une boutique, donc le conseil, la vente, etc. c'était vraiment dans mon ADN. Ça fait 10 ans que je fais ça et je suis même passée par l'édition de jeux de société, donc je travaillais pour un éditeur belge. C'était très chouette, mais mon truc à moi c'est vraiment pas de me focaliser sur un jeu, c'est vraiment le défi de dire bah j'ai un client qui arrive ou un acheteur, peu importe, n'importe, et qui a besoin de quelque chose, il va me donner juste 2-3 jeux qu'il a bien aimés ou des univers et je vais essayer de lui dénicher absolument le truc qu'il lui faut. Pas le jeu le plus cher ou le jeu qui hype ou n'importe, j'ai besoin de lui donner envie de revenir en fait. Donc c'est vraiment ça, c'est ce que j'aime, c'est pouvoir prescrire du jeu de société et je pense que le meilleur moyen de faire ça en fait c'est via une plateforme comme YouTube ou Insta. Tu bosses dans un magasin de jeux de société, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. C'est un magasin de jeux jouets, donc c'est mixte. On vend aussi bien des petites poupées Corolle, des trains Brio, que du jeu de rôle ou du Descent 2e édition, bientôt la 3e. Ok, cool. Et donc là-dessus, évidemment, tu peux comme ça proposer des jeux à tous ceux qui viennent dans ton magasin. Donc, ça, exactement. Et alors, tu as aussi participé à plein de projets différents. Je pense que tu as fait aussi de la télé, radio, chez Vivacité, je pense, une radio belge que tu ne connaîtrais pas. Tu as fait aussi d'autres projets comme tu as été au Prix Digital avec Trick Track. Donc voilà, un petit peu d'où viennent tous ces projets, qu'est-ce que ça implique Girl.game au final? Mais c'est bien, tu es mieux renseigné sur moi que moi-même, j'avais même pas pensé à ces choses-là, mais c'est vrai, j'ai été chroniqueuse à la télévision et à la radio pendant 1 an. En fait tout ça c'est juste de l'opportunisme, tu vois, c'est que de temps en temps j'entends parler d'une offre ou je connais quelqu'un qui bosse dans un de ces... Il me dit ah bah tiens en fait par exemple pour les fêtes de Noël ils veulent faire une petite série spéciale sur les trucs à s'offrir pour faire plaisir, est-ce que ça te dit? Donc moi je contacte et puis je montre un peu ce que je fais sur ma chaîne YouTube et en général on me propose ah bah oui viens faire une chronique, ce serait sympa.
Après, très honnêtement, la télé, c'est pas du tout mon milieu, c'est vraiment quelque chose, c'est un monde à part, c'est pas du tout glamour, c'est pas du tout aussi sympa que ce que ça peut être sur Instagram ou sur YouTube, où fondamentalement, je pense que entre créateurs de contenu, on se respecte tous et on s'apprécie tous. La télévision, on est très très loin de ça. C'est vraiment très, très superficiel comme milieu, donc c'est pas ma came, mais c'était très intéressant comme expérience. Surtout moi, ça m'a permis d'apprendre à présenter encore mieux des jeux à des gens qui sont pas le public cible, parce que ceux qui viennent voir nos comptes, c'est parce qu'ils aiment les jeux. Là, ça devait parler à monsieur et madame tout le monde. Et pour le Spiel digital, c'est un enchaînement de choses en fait. On va dire que je connaissais certaines personnes qui travaillaient chez Trick Track, qui m'avaient demandé une première fois à Cannes de venir pour faire une interview sur la place des femmes dans le monde du jeu. Étant une de celles qui a pas mal de visibilité, je suis aussi une de celles qui est souvent amenée à parler sur la cause. Et là, en fait, l'idée, c'était vraiment de dire, mais non, on veut pas t'inviter pour ça, on voudrait juste que tu viennes présenter le jeu avec nous, parce qu'on aime bien ta personnalité, on trouve que t'as une chouette énergie, ça pourrait peut-être coller, etc. Donc, et ça devient un vrai métier, en fait. C'est un truc où, clairement, les chroniques, c'est très mal payé, mais c'est payé. Mon intervention chez Trick Track aussi, etc. Il y a un défraiement. Donc, d'un truc qui, à la base, est quelque chose fait par des passionnés pour des passionnés, ben, on arrive à un milieu qui se professionnalise tout doucement, et c'est hyper intéressant de voir ça. Ouais, ça c'est cool et ça fait bien la transition. Et ce que je voulais te poser comme question après, c'est est-ce que tu as des projets comme ça dans le monde ludique, un rêve peut-être ultime? Est-ce que tu travailles déjà dans le monde ludique avec une boutique, mais est-ce que tu voudrais faire autre chose? Mais alors, comme je l'ai dit, je suis passée par l'édition, donc quelque chose me fait me dire plus jamais. Pas parce que c'est un métier atroce, loin d'âge, je trouve que c'est un métier magnifique, mais ça ne me correspond pas du tout, parce que c'est un métier où t'es menotté, t'es obligé de faire la promotion des jeux de ta boîte en fait, et ça je suis incapable de faire ça, donc c'est pour ça même travailler pour un distributeur je pourrais pas, je travaillerais pour Asmodée, j'aurais pas le droit de dire que Codenames c'est un de mes jeux préférés au monde avec Imagine, tu vois, ça ferait bizarre. Donc du coup, travailler dans le monde du jeu non, par contre être indépendant dans le monde du jeu, clairement, en fait, en toute honnêteté, moi cette année j'espérais petit à petit, pas lâcher complètement mon job au magasin, mais réduire mon temps de travail là-bas pour faire beaucoup plus des animations en festival, parce que ça aussi c'est quelque chose que je fais depuis des années et que je fais plutôt bien, je pense, j'explique bien, j'arrive à mettre une ambiance chouette, et donc je voulais faire un mix avec un peu de YouTube qui me rapporte un tout petit peu d'argent, c'est vraiment ridicule, mais bon, c'est toujours ça, l'animation et le magasin, et petit à petit vraiment arriver à un stade où il n'y a plus que moi qui m'occupe de faire rentrer l'argent dans ma maison, et donc ça serait vraiment chouette, avec par exemple des commandes des éditeurs qui demandent certaines vidéos, certains maquillages, etc. Il y a des gens qui trouvent ça horrible en disant mais tu vas perdre ta liberté d'expression, et en fait le truc c'est que depuis le début de ma chaîne YouTube, tous les jeux que j'ai présentés, je les ai appréciés, ça d'office. Après le truc c'est que ils sont pas, comment dire, je traite les jeux de la même manière, que je les aime ou que je les aime pas, parce que c'est pas mon avis qui compte, ce qui compte c'est le public qui va entendre la vidéo. Est-ce qu'il va y trouver son compte? Pour moi, je fais le même taf sur YouTube que ce que je fais dans ma boutique. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, tu donnes quand même parfois ton avis un peu subjectif. Oui, alors ça, évidemment, je pense que ça fait partie aussi des choses que les gens attendent. J'hésite pas à dire que, par exemple, des jeux comme Blanc Manger Coco, Jus du cul, etc. me lassent parce que je les trouve d'une vulgarité sans nom, que je trouve qu'on en a fait le tour, en fait, et que je comprends pas que ce soit les jeux les plus vendus. Et pourtant, je m'entends très bien avec avec BlackRock, qui est le distributeur, ou Géronimo en Belgique. Ça m'empêche pas de dire que ce jeu, je comprends pas que ce soit un top vente. À côté de ça, ça veut pas dire que je suis en train de dire que tous les gens qui jouent à ça sont des idiots, parce que moi j'y ai joué pendant des années, mais au bout d'un moment on passe à autre chose quoi. J'hésite pas non plus à dire que Wingspan et Terraforming Mars sont parmi mes jeux préférés au monde. Ça ne change pas le fait que quand je présente un jeu, ce qui est important c'est que je mette en avant ce qui peut plaire à l'acheteur potentiel en fait. De dire, regarde ce jeu... va t'intéresser parce qu'il y a une mécanique de draft originale ou parce que les illustrations sont hyper bien. Il y a des sujets qui sont personnels. Je vais dire, moi j'aime ce jeu parce qu'il y a par exemple une parité qui est respectée au niveau des personnages et que c'est important pour moi. Ça veut pas dire que c'est un faux argument, c'est un argument qui vient de mon cœur, mais je pense aussi que c'est un argument à la société d'aujourd'hui qui a tout intérêt à être mis en avant en fait. Donc voilà, c'est un peu mixte, mais je ne mens jamais, donc je vais pas prétendre qu'un jeu est qualitatif si je trouve que ça a été de la merde. Ça m'est déjà arrivé de dire à des éditeurs qui me proposaient un partenariat, j'essaye le jeu et je me rends compte que c'est une catastrophe parce qu'il est buggé, parce que c'est un plagiat ou parce que des choses comme ça, et je leur dis non, je suis désolée, j'en ferai pas une review. Et en fait la majorité du temps ils font ah ok ça va, on comprend, y a pas de souci, on est content que tu nous l'aies dit, et puis c'est tout, ça s'arrête là, donc c'est bien aussi. Après il y en a d'autres aussi qui vont dire
Mais alors c'est dommage parce que tu parles pas des jeux que tu n'aimes pas, ou en tout cas tu vas pas alors à ce moment-là faire des critiques négatives, tu fais que des critiques positives. Tout à fait. Moi je suis plutôt de cet avis-là aussi, et je suis plutôt de l'avis de dire si j'aime pas un jeu, alors je vais simplement pas en parler, et déjà le fait de pas en parler, ça lui fait déjà pas de publicité entre guillemets quoi. Exactement. Pour moi, le silence parle de lui-même. Donc, c'est-à-dire que si un jeu n'a aucune publicité, qu'il n'y a aucun blogueur qui en parle, ou que les blogueurs qu'il y a quelque chose qui sent pas bon en fait, où tu dis il force le trait, tu sais qu'il y a un truc qui cloche avec le jeu d'office. Enfin, tu vois, moi je vais pas. Ce que je veux, c'est quand je suis un youtubeur, c'est pas qu'ils me disent de l'entièreté. Je vais prendre l'exemple des livres. Moi, j'adore lire. Si je suis une youtubeuse sur les bouquins, qu'elle me parle pas de l'entièreté des sorties littéraires de l'année en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de savoir ça. Ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'elle me dise oh voilà, l'histoire parle un peu de ça, si vous avez aimé tel bouquin, vous aimerez celui-là, etc. Ça veut pas dire qu'elle a pas le droit d'avoir un avis, et un avis j'en ai un aussi, mais je pense que ça se prête pas à la même chose qu'on cherche. Tout simplement parce que le temps de création d'une vidéo YouTube, d'un post Instagram, d'un article est tellement chronophage que je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait, en plus bénévolement, hein, parce qu'on va pas nous payer pour faire une critique négative, pourquoi est-ce que bénévolement je devrais donner mon temps pour pouvoir faire de la critique négative alors qu'en fait j'ai déjà plus jamais de temps de loisir pour moi. Je trouve ça un peu absurde en fait. S'il y a des gens qui ont envie de faire ça, il y a good meeple, bad meeple, et ils font ça très bien, ok, tant mieux pour eux, mais moi je le ferai jamais parce que ça m'intéresse pas et que j'ai pas envie de mettre mon temps là-dedans en fait. Ouais, je comprends très bien. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, tu disais tout à l'heure que tu faisais des mises en scène comme ça avec du maquillage pour montrer les jeux et tout. D'où vient toute cette inspiration? En fait, à la base, moi j'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite. J'ai été faire une école d'art que tu connais peut-être, Saint-Luc à Liège, quand j'étais en école secondaire. Donc j'ai une petite formation artistique aussi, donc que ce soit plastique, couleur, etc. J'ai toujours été intéressée, mais j'ai pas de formation sur le maquillage. Par contre, ça, j'ai tout fait en autodidacte, à force de regarder des tutoriels d'autres filles qui faisaient des maquillages un peu artistiques, parce que quand on pense maquillage, on dit oui, c'est bon, t'as mis du bleu sur tes paupières, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a vraiment des créatrices d'effets spéciaux qui sont assez impressionnantes. J'ai la chance aussi d'être entourée par des nanas ultra talentueuses. Une de mes meilleures amies est photographe, une autre excellente amie est championne du monde en effets spéciaux de body painting. Donc tu vois, je baigne un peu aussi dans cette culture ultra créative avec plein de meufs hyper talentueuses et hyper inspirantes. Donc du coup, ça me donne envie aussi de me dire, t'es pas obligé d'avoir fait une école de maquillage ou t'es pas obligé d'avoir fait une école de photographie pour mettre en avant ce qui te passionne et ce qui va pouvoir faire rêver les gens un peu. Donc vraiment c'est à force de tâtonner, parfois je regarde d'anciens maquillages ou d'anciennes photos, je me dis mais la retouche à la truelle, mais c'est dégueulasse, comment j'ai pu faire ça, c'était si laid, quand j'avais pas encore assez de matériel, pas de lumière, etc. Enfin voilà quoi. Mais donc voilà, c'est tâtonner, essai-erreur, et puis petit à petit, à travers un truc qui de base m'attire parce que c'est joli, j'essaie d'en faire quelque chose de créatif aussi. Ok, et donc tu disais, donc c'est assez artistique, hein, et est-ce que, comme tu dis que tu dessines, tu es passé par là, etc., il y aurait une volonté, une envie un jour, pourquoi pas, d'être illustratrice, d'illustrer un jeu, ou pas du tout? Non, parce que justement la raison pour laquelle j'ai jamais terminé mes études d'art, c'est parce que j'avais pas du tout envie d'avoir la contrainte de devoir travailler, de faire de ma passion mon travail, tu vois. En fait, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, t'avais les profs qui te mettaient des devoirs tous les jours, etc. Et en fait, pour moi, ça devenait une angoisse de me dire que quelque chose que j'adorais, j'étais obligée de le faire parce qu'un prof me l'avait demandé. Au point que pendant des années, j'ai pu toucher un crayon, j'ai plus fait rien, pas de dessin, pas de coloriage, rien du tout. Et c'est vraiment plus tard que c'est revenu. Donc, de cette manière-là, je me vois jamais reprendre mes crayons pour faire de l'illustration parce que de toute façon, j'ai pas ce talent-là. J'en ai d'autres et je pense que j'ai plutôt un aspect couteau suisse, donc être illustratrice jamais, autrice de jeux de société non plus. J'ai fait une fois ça, donc j'ai participé à l'élaboration des règles d'un jeu à partir d'une idée, j'ai fait du testing, etc. Donc il y a mon nom sur la boîte d'un jeu de société, je dirais pas lequel, mais voilà. Et l'expérience m'a fait me rendre compte que c'était pas fait pour moi, que ça ne me réussit pas du tout, parce qu'encore une fois, il y a un système de contraintes et de deadlines que je n'aime pas du tout. Moi, je suis vraiment l'archétype de l'esprit libre, je travaille quand j'ai envie, ce que j'ai envie, de la manière dont j'ai envie. D'ailleurs, quand je fais des contrats pour les maquillages avec les éditeurs, je dis que je me laisse toute liberté créative. Et donc, ils le savent. Quand ils me commandent une photo, ils savent que s'ils sont pas contents du résultat, voilà.
c'est mon processus créatif, c'est vraiment d'aller chercher un truc qui est très personnel en fait et où on m'impose rien parce que sinon alors on ne fait pas le contrat. Dernière question pour moi. On a dit que tu étais sur YouTube, ça on l'a déjà dit, et tu fais maintenant aussi quand même de plus en plus de live et de plus en plus de live en solo. Oui, tout à fait. En fait, ça c'est venu avec le premier confinement. Je me suis dit, moi j'étais pas une adepte des jeux solo du tout, j'aimais vraiment pas ça. Et puis je me suis dit, mais par contre, il y a des gens qui sont dans la demande. Tu vois, encore une fois, l'exemple de faire quelque chose qui à la base n'est pas ta came, mais où tu réussis à suffisamment bien en tirer l'essence première pour pouvoir le proposer aux gens. Et en fait, à force de me frotter aux jeux solo, j'ai trouvé vraiment pas mal de plaisir. Mais ce que je préférais, évidemment, c'était pas de jouer toute seule, c'était de jouer toute seule en discutant avec les gens. Et donc il y avait effectivement le live, donc toutes mes parties solo, je les ai faites en live, il y avait un chat, les gens rigolaient, ils se moquaient de mes décisions, etc. Il y avait une bonne interaction, donc c'était très chouette. Ça m'a permis d'en tirer un top aussi, de me faire une opinion par rapport à ceux que j'ai préférés et ceux qui m'ont laissé plus de marbre. J'étais hyper triste parce que j'ai démoli le mode solo de Dreamscape alors que j'aime beaucoup le jeu multi, je le trouve très chouette. Et j'avais peur que l'éditeur soit un peu fâché, etc. Mais enfin voilà, moi j'avais vraiment une très mauvaise impression. Et en fait, c'est resté, et je me suis rendu compte que ce qui marche très bien, c'est pas juste que les gens me regardent jouer à aligner des petits carreaux dans Azul, c'est qu'ils aiment bien pouvoir interagir. Donc, ce que je fais aussi, c'est des petits quiz, tu vois. On va jouer à Imagine, à Pantone, on va jouer à Concept, à Codenames, c'est tout ça, parce que j'ai vraiment ça dans le sens, c'est le côté animer les gens, réagir avec le chat, faire des devinettes, des blagues et tout. Donc c'est vraiment ça qui est le plus kiffant, je trouve. Et ouais, le mode solo, c'est les vidéos qui ont gagné cette année le plus de vues. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont seuls chez eux, qui n'ont plus l'occasion de jouer à des jeux de société avec leurs potes, parce que les assos sont fermés, parce qu'il n'y a plus de club de jeux. Parfois même t'es en couple avec toi, t'es une super fan de jeu et ton mec il aime pas du tout, ta nana elle aime pas du tout, et donc voilà, tu fais un peu comme tu peux. Donc je comprends le succès du truc en fait. Ouais, donc c'est cool, c'est que t'as transformé en fait le solo en solo multi. Exactement, et d'ailleurs je l'ai même fait avec une partie de Welcome où les gens avaient, parce qu'en fait Welcome tu peux le jouer à distance, donc tout le monde avait téléchargé sa feuille PDF ou les gens qui avaient un Welcome avaient pris une feuille et on a joué en même temps, et donc c'était vraiment rigolo, ça je trouvais ça très chouette. Je me suis dit que j'allais faire la même chose avec la feuille automne de Demeter, mais là on arrive à la fin du confinement, moi je recommence à travailler mardi, donc c'est pas tout de suite. Allez, bon ouais, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Ouais, je vais laisser la place à Thomas pour que vous puissiez présenter Paris Ville Lumière. Avec plaisir. Salut Tatiana, alors aujourd'hui on va présenter un jeu qui se prête à mon avis un peu moins bien au live. Donc on est toujours dans la semaine des jeux à 2 de notre calendrier de l'Avent, et donc je voulais présenter avec toi Paris Ville Lumière. Mais avant de parler du jeu en lui-même, donc je vais te demander qu'est-ce que tu penses du rendu visuel de la boîte. Moi j'aime beaucoup, en fait la première fois que j'ai vu cette boîte c'était à Essen chez les Espagnols, donc c'était édité chez Devir et j'ai trouvé ça d'une beauté, j'étais vraiment conquise par l'allure, c'est un côté un peu, je m'y connais pas, c'est ironique pour quelqu'un qui a fait histoire de l'art aussi, mais ça a l'air quelque chose un petit peu proche d'un impressionnisme ou d'un fauvisme, je sais pas trop, au niveau de la boîte, la couverture, et c'est trop beau, moi j'adore. Je trouve que ça a plus de charme que un patchwork auquel je le compare assez souvent au niveau des mécaniques en fait. C'est vrai qu'on dirait vraiment limite une peinture, je sais pas si c'est de l'aquarelle ou quoi, je ne m'y connais pas non plus, mais ça, vraiment on aurait limite envie de l'afficher, quoi, il est vraiment super beau. Oui. Et d'ailleurs le matos en lui-même, donc ça on le montrera après, c'est vraiment un matos de qualité. Donc voilà, ce que tu peux expliquer rapidement, le but c'est pas de rentrer dans les détails des règles, comment se déroule une partie de Paris Ville Lumière. Donc moi je trouve que c'est un jeu intéressant parce que ça va se dérouler en 2 phases et je trouve ça vraiment pas mal parce que ça permet d'avoir un petit peu de planification et puis après de réaliser si ta planification a marché ou pas. Dans une première phase tu vas paver la ville, donc tu vas poser des petites pièces de Tetris sur un carré, des pièces à ta couleur ou à la couleur du joueur, ou alors des pièces neutres. Donc c'est très intéressant parce que tu essaies de délimiter les endroits où plus tard tu poseras tes bâtiments, et donc c'est vraiment pas mal parce que dans la deuxième phase tu commences à disposer tes bâtiments en ne sachant jamais trop à quel moment placer lesquels, parce que tu sais aussi que tu pourras pas tout mettre, que ton adversaire va essayer de te bloquer, t'empêcher d'atteindre certaines zones. Et il y a un truc que je trouvais hyper charmant, c'est que tu auras au préalable essayé de mettre aussi tes bâtiments proches d'un lampadaire, parce que ça s'appelle Ville Lumière, c'est pour une bonne raison, c'est que tes lampadaires vont vraiment donner du charme à ta ville, et donc tes bâtiments éclairés vont te rapporter des points de victoire supplémentaires, etc. Donc c'est vraiment très très bien, moi j'aime beaucoup. Donc ça répond déjà en partie à la question suivante. Je vais te demander qu'est-ce que tu penses du jeu. Bon, on sent que c'est un avis très positif. Ce que j'aime bien aussi, moi, c'est que je trouve la mécanique très intelligente. Comme tu l'as dit,
on peut vraiment anticiper grâce à ces deux phases où d'un côté on a envie d'être gourmand, de prendre des grosses tuiles, mais c'est dangereux surtout si on parie sur les cases mauves qui sont des cases mixtes, parce qu'après voilà, le joueur peut te bloquer. C'est un jeu très interactif, on peut ainsi se bloquer. Oui. Donc c'est un jeu qui marche vraiment super bien. Oui, moi j'aime bien parce que ça va mêler à la fois un jeu qui est suffisamment abstrait pour être accessible à tout le monde. J'ai tendance à le dire, des jeux à la Quarto ou des jeux comme Patchwork fonctionnent avec tous les publics parce que comme c'est abstrait, t'es pas obligé d'être amateur d'un thème pour pouvoir rentrer dedans. Et donc ça, il y a vraiment ça, tout de suite tu le sens très très vite. Et puis effectivement, c'est un jeu d'enfoiré parce qu'en fait c'est un deux joueurs, mais t'es constamment en train de jauger l'autre et de lui dire est-ce que je vais lui tendre un piège, est-ce que je lui prends la pièce qu'il convoite, etc. Parce qu'en plus tu vois ce que l'autre pose, donc tu devines les pièces de bâtiment qu'il a envie de mettre. Donc c'est vraiment, enfin moi j'adore. Et donc au début on est là, est-ce que je prends un bâtiment, est-ce que je pose une tuile, est-ce que tu vois ce qu'il est en train de faire et tout. Ouais. Vraiment nerveux mais du bon stress. Donc, oui, exactement. Ouais, cet aspect-là. Ouais, et puis il y a le petit système des cartes postales qui rejoint aussi bien la question artistique que la question mécanique, c'est que ça te permet d'avoir des petits effets qui vont un peu enrichir le jeu avec une toute petite touche de chaos mais sans tout foutre en l'air, et c'est illustré comme des cartes postales mais de l'époque début 20e siècle, donc c'est trop beau parce que t'as vraiment ces illustrations un peu à la le chat, un peu art nouveau comme ça, très très beau, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment super beau. Et d'ailleurs, c'est limite ce que je regrette un peu, c'est que les cartes postales, on les met du côté de l'effet. Et finalement, c'est que quand on l'a utilisé, qu'on le met du côté visuel. Donc, c'est dommage qu'on n'en profite pas assez, quoi. C'est vrai. Donc, clairement, Paris Ville Lumière, un excellent jeu, je pense, à voir sous le sapin. Donc, je pense qu'il dira la même chose que moi. Donc, voici qui conclut cette vidéo. Donc, encore merci à toi, Tatiana, d'avoir répondu présente. Merci à Yellow aussi, parce que, comme vous le savez, on vous l'offre dans un concours. Donc ça se passe sur Instagram. Et si vous voulez une chance supplémentaire de remporter le jeu, eh bien likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et dites-nous en commentaire de la vidéo votre pseudo Instagram pour qu'on puisse matcher à votre participation. Et si vous voulez une chance supplémentaire de remporter le jeu, vous pouvez dire en commentaire de quel journal sont tirées les règles du jeu. Voilà, donc on vous souhaite bonne chance et déjà une joyeuse Noël. Joyeux Noël, bonne fête!